Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip & Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailors Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs, et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailors Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en IMOCA, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour Arnaud Boissière. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous sommes au Sables d'Olonne, chez toi, dans ta chambre en fait, si je comprends bien, qui est aussi ton bureau. Alors fais attention, on est chez moi, mais chez moi c'est pas vraiment au Sable, c'est à la Chaume. C'est à la Chaume, et voilà. Alors déjà, je voulais que tu introduises un petit peu le lieu parce qu'on n'est pas tout à fait. C'est quoi? C'est la Chaume, c'est la capitale et les Sables d'Olonne, c'est la banlieue. Explique-nous un petit peu le concept. Et j'ai vu que tu t'es surnommé dans la presse locale l'Arcachaumois. Ouais, bah ouais. Quelqu'un d'Arcachon qui habite à la Chaume, c'est ça? J'étais adopté ici. La première fois que je suis venu ici, j'ai loué une maison à la Chaume. Et en fait, la Chaume, c'est le quartier des pêcheurs. Et au Sable, c'est le quartier des armateurs. Donc les belles villas, c'était au Sable. Et à la Chaume, c'était les petites maisons, les marins et tout ça. Donc les vrais, ils sont à la Chaume. Et la première année, quand je suis arrivé là, ils m'ont dit, mon petit gars, c'est pas parce que tu vas faire la Vendée Globe que tu seras marin pour autant. Ok. Déjà, ça calme, ça plante au décor. Non, c'est un petit quartier sympa, il y a plein de rues en sens unique et tout. C'est hyper sympa, c'est vachement recherché maintenant par les Parisiens ou les Nantais, parce que voilà, c'est atypique, et puis il y a plein de petits bistrots sympas, et puis il y a une bonne ambiance. Voilà, et il y a la mer juste de l'autre côté, il y a la plage de Paracou, c'est ça? Ouais, la Paracou, ouais. Voilà, c'est la petite plage idéale pour aller avec les enfants. Il y a des spots de surf, là je peux aller à pied, au bateau, à la plage, au marché ou au bistrot. Bon, idéal. Alors Arnaud, tu me disais tout à l'heure que par la fenêtre, tu pouvais voir le mât de ton bateau quand il était à l'eau. Alors il est pas tout à fait à l'eau, il est en peinture, où la peinture est quasiment finie, et c'est un nouveau bateau. Raconte-nous un petit peu. C'est ton 4e IMOCA, si je comprends bien. Je crois que c'est ça. En fait, c'est le 4e qui est en partie à moi. Le premier, c'était pas à moi, puisque c'était... On va y venir, mais c'est juste pour montrer que... en fait, c'est éparpillé, En fait, de ma chambre, là, de mon bureau, j'ai un petit bureau chambre d'amis. De la fenêtre, tu peux voir le mât du bateau quand il est au ponton Vendée Globe. Là, effectivement, il est en chantier, le bateau, en fin de peinture et puis fin de préparation. Ça permet de surveiller des fois, tu vois. Surveiller si les gars, ils font pas n'importe quoi. Je prends plaisir à dire qu'il y a des projets où tu dis le skipper il va une fois par semaine au chantier. Bah moi je vais une fois par jour en fait, parce que c'est mon lieu de vie aussi, quoi. C'est le lieu de vie pour le professionnel on va dire, mais aussi le lieu d'échange où j'ai des potes qui passent ou des curieux qui passent, et j'aime bien ce côté-là pouvoir le montrer, quoi. Alors c'est un nouveau bateau. Ouais, alors c'est le bateau, c'est l'ancien Initiative Cœur dont Samantha Davis était skipper. Précédemment ça a été Maître Coq avec Jaime Bayou, et avant, ça a été Mont Populaire avec Armel Leclèche. Quand il a fait 2e du Vendée Globe, c'est voilà, ça. Quand il a fait 2e. Ouais. Et avant même, c'était Foncia. Et avant, c'était Foncia rapidement pour la Roue du Rhum, et après pour la Barcelona où ils ont dématé.
Donc c'est un bateau qui a une longue vie, qui a beaucoup évolué, un plan VPLP Verdier, et puis qui a beaucoup évolué avec des foils différents. Là actuellement il y a des grands foils, un mât plus petit, donc un bateau abouti, un bateau idéal. C'était pas prévu comme ça, mais au final j'ai eu un coup de bol. Pourquoi c'était pas prévu comme ça? Parce qu'après l'arrivée du Vendée Globe, je voulais racheter un bateau à foil. Ce bateau-là n'était pas disponible, donc je m'étais même pas posé la question. J'étais plus axé soit le bateau Yannick, soit l'ancien Hugo Boss là, qui avait le premier Eleven Hour. Les bateaux étaient un peu chers pour moi, et surtout j'étais pas prêt en timing. Donc du coup, entre-temps, Yannick a vendu son bateau, et puis au final. Franck Vallée, David Sino, ils m'ont appelé parce qu'ils m'ont dit nous, le projet a peut-être évolué, ça se trouve, le bateau il va être dispo. Ok, t'as 10 jours pour réunir la valise de cash. Ouais. Donc 10 jours pour réunir le budget, ou en tout cas avoir les garanties nécessaires. La particularité de mon projet, c'est que je suis armateur de mon bateau. Donc c'est toi qui es responsable et c'est toi qui monte le financement sur ta société, quoi. C'est pas les sponsors qui sont propriétaires du bateau. Ouais. Alors, pour certains, ils disent que c'est une contrainte. Moi, je trouve ça assez excitant, notamment quand tu rencontres un chef d'entreprise pour l'amener avec toi dans ton projet. T'es un peu chef d'entreprise aussi, t'as des responsabilités. Et comme j'ai une collaboration longue avec le Crédit Agricole, rapidement, ça a marché pour me faire le financement. C'est chouette parce que on critique des fois les banques, là, pour le coup. Avec eux, ça match tout. Enfin, ça match. Faut pas non plus mener en bateau, ce qu'il y a de dire. Mais du coup, l'excitation du projet est différente aussi. Quand tu montes le projet, tu dis, t'appelles ton banquier, tu dis, j'ai une opportunité là, le bateau. Vous avez 10 jours. Ouais, on a 10 jours. Ah bon, mais combien? Bon, rien. Donc c'est pas cher par rapport à ce qu'ils financent eux, mais pour nous, comme un immortel, pauvre petit voileux, ça a quand même pas mal d'argent. Donc c'est chouette d'avoir la. C'est le Crédit Agricole des Sables d'Olonne. Ouais, c'est Crédit Agricole Atlantique Vendée. Ouais. Parce que historiquement, c'est celui qui avait donné sa chance à Philippe Gentot. Ouais, il y a 30 ans. Non, 30 ans. En 89, ouais. Ouais, même avant sur ses quand il faisait Run de Lone, quoi. Ouais. Non, mais c'est plus les mêmes banquiers, j'imagine, mais c'est la même. C'est pas les mêmes, mais moi ils m'ont sponsorisé en 2016, tu vois, j'ai encore j'ai même fait un petit bouquin là-dessus. Et quand je suis allé traîner au siège, qu'ils ont modifié entre-temps, il y avait encore des posters et des maquettes du bateau. Et du coup, de Gentot, de Gentot, et j'étais super admiratif parce que il a quand même un sacré parcours. Depuis, ils ont refait le siège, donc il y a encore des photos de Gentot, mais tout ça, c'est vrai que c'est grâce à eux et puis grâce à Gentot qu'on doit cette course qui est devenue mythique, qui était déjà mythique dès le départ, mais non, mais du coup, c'est chouette parce que du coup, on dit Arcachoumois comme tu dis, parce que moi, j'ai jamais dit que j'étais vendéen. J'ai toujours dit que j'étais vendéen d'adoption. Ça m'arrange aussi parce que je suis fier d'être d'Arcachon, donc Arcachoumois. Arcachoumois. Je crois que c'est le maire des Sables ou des copains du coin, de bistrot, enfin bon, tout ça. Et du coup, dans la presse locale, c'est écrit Arcachoumois directement. Il y a même pas d'explication. Moi, je comprends parce que du coup, j'avais bossé un peu le dossier, mais il y a même pas d'explication sur le néologisme. Je reviens un petit peu au nouveau bateau. C'était une obligation d'avoir un nouveau bateau pour un nouveau projet de Vendée Globe? Pour moi, ouais. Pour moi, c'est une obligation parce qu'une campagne Vendée Globe, c'est 4-5 ans et après, il faut renouveau, il faut évoluer. Enfin, quel que soit le projet, on est des compétiteurs. J'ai envie d'évoluer pour un bateau plus performant. Et c'est aussi une obligation dans la tête du partenaire, quoi. Parce que continuer pour faire pareil, je pense que c'est pas excitant pour le skipper, c'est pas excitant non plus pour l'entreprise qui te suit. Et là, pour le coup, moi, j'ai proposé le projet d'après, au mois d'août, avant le Vendée Globe. Ah oui. C'est même pas dans la fameuse remontée de l'Atlantique. Ouais, beaucoup de choses se jouent. Toi, c'est même encore avant, quoi. Ouais, bon, ouais. Après, il peut se passer plein de choses. Hein. Tu peux être dégoûté, tu peux être déçu, tu peux plus avoir envie de repartir. Mais en tout cas, moi, je m'étais dit au mois d'août, c'est le moment d'en parler avec David Jourdaud, le DG d'Amicaine, pour dire que j'avais envie de continuer après. Alors c'est particulier aussi parce que le Vendée Globe, on part en novembre, on revient fin janvier au début février. Les partenariats, ils se font dans l'hiver, tu vois. Donc en fait, tu reviens quasi trop tard. C'est pour ça qu'il faut déjà commencer à en parler, au cas où, tu vois. T'es pas à l'abri d'une bonne surprise. Puis les budgets sont votés en fait quand t'arrives en janvier-février. Ouais, les budgets sont votés. Après voilà, le choix du bateau, le choix du budget, voilà. Donc on a réfléchi à plein de choses. Moi, à un moment. Je trouve ça excitant de construire un bateau, mais intellectuellement, c'est hyper excitant. Par contre, intellectuellement, dans les
dans la vision d'entreprise, c'est assez particulier parce que pendant 9 mois ou un an, bah, tu payes beaucoup, il y a rien. Et tu délivres pas grand-chose aux sponsors, quoi. À moins d'avoir plusieurs bateaux comme certains, mais bon, là c'est pas l'esprit vendéen, nous, même l'esprit de mon projet à moi. Donc du coup, l'opportunité s'est bien présentée, et puis rapidement, avec Franck Gallet, le patron d'initiative, bah, ça a matché, d'autant plus que c'était un retour de service, quoi. Parce que le premier service, enfin un service comme au tennis, hein, j'ai repris le tennis d'ailleurs. Ils avaient racheté Akena 2 en fait, c'était l'ancien PRB, et c'est ton deuxième bateau, celui avec lequel t'as fait ton deuxième Vendée Globe. Voilà, ouais. C'est bien ça. Donc mon deuxième IMOCA, et c'est Initiative qui l'avait racheté à l'issue Vendée Globe 2012-2013. Pour le deuxième Vendée Globe de Tanguy Delamotte. Voilà, pour Tanguy Delamotte, du coup ils avaient racheté le bateau, et puis j'avais livré le bateau entre guillemets pour la forêt, avec Tanguy, avec Louis Bourgas à l'époque et tout ça, et du coup, entre guillemets, j'avais fait le job dans un contexte particulier, parce que moi, Akena arrêtait à ce moment-là, mais je m'étais engagé à, quoi qu'il arrive, à livrer le bateau, entre guillemets, quoi, mais ça fait un peu un pincement au cœur. Du coup, quand Franck m'a appelé, il m'a dit, fais-moi des choses, on propose à toi le bateau en premier, parce que, à l'époque, ça s'est très bien passé la vente du bateau, c'est vrai que ça s'était très bien passé avec Franck et puis avec Christophe Chavot, le patron d'Akena. Ça, c'est les conditions, voilà. L'un comme l'autre, c'est très bien passé. Du coup, donc voilà. Par contre, t'as 10 jours, mec. Alors, du coup, je dis, t'es fou, quoi. Donc, j'avais négocié, tu vois. J'avais négocié à la Calimero, tu sais. Ouais. Donc, j'avais négocié rien. Et le seul truc qui s'est fait super bien, enfin, le seul truc, il y a plein de trucs qui sont faits super bien. Déjà, avec Samantha, c'était super bien. J'ai pu aller naviguer sur le bateau, et avant le départ à la Transat, et surtout j'ai réussi aussi à amener les gars qui travaillaient avec moi. Tu vois, on a fait une nave technique entre guillemets où les gars qui bossaient avec moi, JC Cazot et Vincent Doman notamment, on est monté en Bretagne, on a fait une journée nave pour commencer à connaître un peu le bateau, et c'est chouette aussi parce que c'est bien beau d'avoir un bateau dans les mains, mais apprendre à naviguer avec, c'est mieux. Et puis, ça s'est fait naturellement aussi, la Transat retour. Ouais, t'as fait pour le coup, une prise en main incroyable. Ouais. C'est une Transat complète retour avec la patronne, quoi. Avec la patronne, et puis un mec extraordinaire. Et puis son équipier, Nicolas Nuven, quoi. Donc c'était double vainqueur de la Solitaire du Figaro, coureur en plusieurs Volvo, etc. Ouais. Puis lui, je connaissais beaucoup moins, tu vois. Bon, Sam, je la connaissais super bien, puis on s'est hyper bien entendu, et surtout, il n'y a pas eu de cachotterie, quoi. Ils m'ont tout donné, quoi. Et ça, c'est chouette. On a fait une super transat en 10 jours, hyper rapide. Même 10 jours, c'est trop, parce qu'en fait, on a été obligé de ralentir, parce que pour arriver à une heure respectable au Sable d'Olonne, 2 jours avec la Marriott pour faire une petite arrivée, avec Sam et Nico dans le chenal, avec mes partenaires qui étaient là. Et donc c'était super intéressant. Techniquement, humainement, c'était génial. Bon, avec Sam forcément, comme on la voit, comme certains la voient dans les médias, c'est ce qu'elle est en naturel, quoi, en vrai, quoi. C'est une super fille, toujours enthousiaste, toujours le sourire et tout. Donc, on s'est raconté nos petites vieilles histoires parce qu'on s'est connus en 98, je crois. Un truc comme ça. Retour d'une Euro du Rhum. Elle ramenait le bateau de MacArthur, moi je ramenais le bateau de Yves Parlier. Donc voilà. 90, 97, je sais plus. Bon, bref. Du coup, idéal pour pouvoir prendre en main un nouveau bateau, parce que ça reste un nouveau bateau avec des grands foils. Ouais, le précédent avait des petits foils, hein. Ouais. Le précédent, j'avais des foils. On va y revenir, hein. D'amateurs, comme on dit. Non, mais les foils ont beaucoup grandi depuis, quoi. Ah ouais, donc c'est chouette, mais c'est ça qui est important, moi, ce que j'aime dans mes projets, bon, c'est l'aventure sportive, technique. Mais derrière, il faut qu'il y ait une aventure, humaine autour. Et puis là, avec l'historique du bateau, avec Sam à bord, c'est chouette. Ça donnait aussi un coup de pouce au projet, quoi. C'est incroyable, hein, je pensais pas trop, notamment en interne dans les entreprises. C'est cool, t'as racheté le bateau de Sam, c'est une super fille. Certains partenaires, ils étaient gravides pour la croiser, et puis ils étaient étonnamment surpris de voir qu'elle est... c'est pas une star du showbiz, hein, c'est quelqu'un de normal, quoi. Mm-hmm. Dernière question un peu d'actu, est-ce que ça veut dire qu'avec un bateau comme ça, tu rehausses encore tes ambitions sportives? Ouais. Alors j'ai rehaussé mes ambitions sportives. Je rigole parce que j'ai fait 4 Vendée Globe, j'ai fait 7, 8, 10 et 15. Uh-huh. Donc j'aimerais même pas rehausser ce niveau-là, j'aimerais inverser la courbe. Voilà. Il n'y avait pas les mêmes niveaux de participation à chaque fois. Non, il n'y a pas le même niveau, mais tout le niveau est monstrueux, et
Oui, alors le bateau, c'est un bateau extraordinaire. Rehausser ses ambitions sportives, oui. Après, en termes de... Quand on dit que tu veux faire quelle place au prochain Vendée Globe, je sais pas trop dire, mais en tout cas, j'aimerais bien inverser la tendance et rentrer dans les 10 premiers, voilà. Mais ouais, c'est... On le sent avec le bateau, rapidement, tu sens que c'est un bateau qui vole, en tout cas, qui accélère vite. Après, je suis pas le seul à changer de monture, hein. Donc les autres, ils vont pas m'attendre non plus. Donc Il y a 14 bateaux neufs pour l'instant. Donc, ouais. Ça fait un peu de monde. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça crée aussi une excitation avec les gars qui bossent avec moi. Tu vois, je pense à JC Cazot, qui a beaucoup navigué en 40 pieds et en mini. Pour lui, c'est une excitation aussi de se retrouver avec un nouveau bateau. Donc pour tout le monde, c'est chouette d'avoir un nouveau bateau et de prendre en main le truc. Et puis l'équipe de Sam, ils ont fait plus que le job parce que des fois on a des questions, on est comme des cons, tu vois. Bon, on va appeler Joe ou Sam, ou même directement Sam ou David. Et... À quoi ça sert le bouton là? Ouais, pas faire une connerie quoi. Arnaud, on va faire un petit flashback, notre petit flashback habituel. On va retourner, mon Dieu, quelques décennies en arrière, au sud des Sables d'Olonne, plutôt du côté d'Arcachon et de Bordeaux même, parce que je crois que tu nais à Bordeaux et tu vis à Bordeaux. Écoute, la question un peu traditionnelle de ce podcast, comment est-ce que tout ça commence quand on est le jeune Boissière né en juillet 1972, c'est ça? Ouais, 20 juillet. Ouais. C'est l'année de tes 50 ans là quand même. Hein, ouais. Ça rigole pas. Et le 20 juillet, je suis né le même jour que un certain Olivier de Kersauzon. Ah, très bien. Bien rigolé quand je naviguais avec lui parce que. Parfait. Bon, on va y venir. Alors du coup, comment est-ce que quand on grandit à Bordeaux dans les années 70, comment est-ce qu'on se met à faire du bateau? Ça commence mal, hein, parce que déjà, tu veux faire du bateau, t'es dans le sud-ouest. Si tu veux faire de la voile, vous mettre breton, mec, hein. Non. Tu dis ça et puis on va voir qu'en fait à Arcachon où tu vas aller naviguer, il y a quand même un sacré vivier quoi. Ah ouais, des pépites, ouais. Non, mais ça commence parce que mon grand-père faisait de la voile sur un bateau en bois, un loup, un petit bateau traditionnel. Ma mère a eu un petit dériveur, un Pacifique, en bois. Moi, j'en ai eu un par la suite avec Jean-Marie Doris, en copropriété, tu vois. Et Jean-Marie Doris qui aujourd'hui est le boat captain ou le directeur technique de l'équipe de Yannick Lestaven. Ouais. Entre autres, hein. Entre autres. Ouais. Il y a plein d'autres. C'est pour faire les connexions, pour montrer que évident, ces connexions-là restent, elles arrivent de loin, mais elles vont durer longtemps. Ouais, ça dure longtemps, l'amitié. Et du coup, donc je naviguais avec ma mère. C'est ma mère qui a mis mon père à la voile, figure-toi. Ça, c'est original. Donc ils ont acheté un petit pêche-promenade, un petit Arcachonnais, un bateau tout pourri, tu vois. Mais, donc vous habitiez à Bordeaux et vous naviguiez sur le bassin. Ouais. Mes grands-parents étaient à Arcachon. Et du coup, après, ils ont acheté un Edel 4. D'accord. Un super bateau. Et du coup, moi, j'ai aimé ça tout de suite. J'allais avant du bateau, me faire tremper. Mais mes parents, chose soit claire, c'est pas des grands marins, c'est des marins du dimanche, quoi, comme on dit, quoi. Donc, ils sortaient jamais du bassin, mais du bassin, t'as un terrain de jeu monstrueux, t'as les 12 oiseaux, t'as le banc d'Arguin, il y a plein de trucs sympas à faire. Après, ils ont acheté un Kelt 29, enfin, un Kelt 850, plus exactement. Et comme ils ont vu que ça me plaisait, ils m'ont mis à l'école de voile. Alors, au début, ils m'ont mis à l'école de voile de Cazaux, c'est un petit lac juste à côté du bassin d'Arcachon, parce que c'est plus sûr comment c'est sur un lac. En tout cas, quand t'es parent, tu dis ton gamin, au moins, il y a moins de risques. Puis ils ont vu que ça me plaisait, du coup, rapidement, ils m'ont mis à l'école de voile d'Arcachon, école de voile d'Arcachon. Donc j'ai toujours licencié là-bas et j'ai toujours le fameux CVA, le grand club du bassin. Et du coup, dans ce club, j'ai trouvé plein de choses sympas, comme n'importe quel club de voile. Tu navigues, c'est sûr. Et puis l'esprit camaraderie, où tu vois chef de base, je pense notamment à Jean-Pierre Lagrange qui a pris sa retraite, mais qui est venu nous voir avec Yannick et Jean-Marie il y a pas longtemps. Et du coup, l'esprit de club je trouve vraiment sympa. Tu bricoles le bateau, perds tes fracas des fois, tu fais des bêtises, mais bon, c'est esprit club. Tu navigues collectivement, tu peux changer de support comme tu veux, voilà. Et puis du coup, j'avais des copains qui avaient un 420, un New 414. J'ai même dématé on me demande quand c'est la première fois que t'as dématé, on pense mini Imoca. Non, en New 414, j'ai dématé dans le bassin. Tu les comptes tous. T'es pas trop fier, hein, quand tu te fais embarquer, quand t'es gamin. Et du coup, c'était génial. Et du coup, voilà, on faisait des balades sur bassin, des rivers, à plusieurs dériveurs. Et voilà, donc ça m'a extrêmement plu. Et tu fais de la compète tout de suite? J'ai fait la compète tardivement en Motorop. J'ai eu un Motorop après. D'accord. Que j'ai toujours, dans le garage de chez mes parents.
Alors pour les jeunes générations, hein, c'est pas le Motafoil, hein, c'est un dériveur, ça a été un dériveur olympique féminin, très très beau bateau, assez technique, qui n'est plus au jeu, et c'était, je sais pas, j'essaie de le définir, je veux pas faire de bêtises pour pas vexer les puristes, mais la baume est très basse. La baume est très basse, plutôt petit. C'est un petit fin, quoi, mais il faut être beaucoup moins lourd que sur un fin. Ouais. Quand t'es bien lourd, ou un gros 420 sans voile d'avant. Quand t'es grand, tu fais du laser. C'est ça, voilà. Et quand t'es nain comme moi, bah tu fais du Motorop. C'est un truc de gonzesse, mais c'est super joli comme cadre. Il y a un renouveau. Hein. Il y a des seniors qui font du. Moi j'en ai fait. Hein. C'est un super beau bateau. Et effectivement, je fais ta taille, hein, donc du coup j'ai pas fait de laser non plus. Non, c'est sympa. Franchement, c'est un super beau bateau. Donc j'ai fait quelques régates de quartier, mais pas extraordinaire, hein, sans résultat ni rien. Et rapidement, en fait, ça m'a plu faire après du croiseur, en fait, du fun, du classe 7, tout ça existe. Il y a beaucoup de classe 8. Ouais. On a fait surtout beaucoup de classe 8. C'est là où on s'est rencontrés à ce moment-là. Yannick, Yannick Bestaven, Jean-Marie Doris, Romaric Neusser, qui est architecte naval, qui travaille beaucoup avec Bombardier, qui est un mec c'est lui qui barrait le bateau, parce qu'il a beaucoup de talent et très discret, contrairement à nous. Je parle de discrétion, hein, pour pas. Un autre pote, Brice, qui a monté une sellerie après là-bas. Lulu, après, Jean-Charles Hureau, qui est à La Rochelle, qui a fait la Jacques Vabre cette année avec Ibac. On était une bande de copains. Franck Munier, qui avait Star Wars, non? C'est ça? Hein? C'est celui qui a fait Star Wars, non? Ah non. Il travaille chez Star Wars. Et puis avec Jérôme Dupin aussi. On a navigué avec Jérôme Dupin. Jérôme Dupin, il faisait beaucoup de vols pour les classes 8. Et c'était à une époque aussi où... Donc le classe 8 à l'époque, c'est le monotype, c'est le monotype de 24 pieds ou de 8 mètres, très, hyper couru, quoi. Tous les cadors de la régate en équipage courent en classe 8, et les Arcachonnais sont très très réputés. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi j'ai couru en classe 8. Ouais. Pour le coup, c'était... on naviguait le dimanche, on s'entraînait, on était 10-15 bateaux. Et puis c'était Pierre Simon qui nous entraînait. Pierre Simon qui a bossé pour moi pour 2 projets en Globe, mais surtout qui a fait la Coupe de l'Amérique. On se moque de lui, nous, en 92, parce qu'il avait fait la Coupe en 92. Il a navigué sur Super Maximilien et tout ça, donc on est toujours très proches, on est toujours super amis. Et du coup, c'est lui qui avait même monté à l'époque une triangulaire. Granville, Marseille, Arcachon. C'est-à-dire que des équipages, des propriétaires de bateaux, il faut être 5 à bord, il y a que 3 équipiers, c'est pas grave. Un équipage de Granville, on a cherché un Arcachonnais, c'est comme ça qu'Yannick est parti naviguer avec Charon. Avec Benoît Charon. Avec Benoît Charon, ouais. Célèbre régatier. Célèbre régatier Granvillais qui entraîne toujours avec Performance Manche. Super gars. Et du coup, Yannick allait se retrouver à faire une saison ou 2, je sais plus. Et puis voilà. Et puis inversement, moi, je suis naviguer des fois avec Marc Heming et tout. C'était génial, quoi. Du coup, c'était un esprit différent. C'est là où tu te disais, finalement, t'es Arcachonnais, mais on s'en sort pas si mal. La Ligue à l'époque, je crois toujours, nous a aidé pour faire des championnats de France Espoir. Du coup, c'était génial. On se retrouvait à beaucoup bouger. Et du coup, c'est génial. T'apprenais à naviguer en Bretagne, taper des cailloux, en Méditerranée avec l'esprit méditerranéen. J'ai pas dit tricheur, hein. Mais l'esprit méditerranéen. On coupe? Non, on coupe pas. Non. Je te laisse assumer. Ouais, t'inquiète, je vais avoir des coups de fil après. Non, mais c'était super, hein, franchement. Ouais. Classe 8, c'était génial. Beaucoup navigué avec la suite. Après. Donc là, t'as une vingtaine d'années et la course est ta principale occupation. Comment ça se passe? Non. À quel âge tu rencontres, tu rentres dans, vous commencez à créer une bande avec Yannick, Jean-Marie Doris, tout ça? Je crois qu'on s'est rencontrés à l'âge de 15 ans. On avait 15 ans. Et après, c'est un peu plus tard, on a commencé à vraiment se dire, faut qu'on fasse des trucs. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait les decks. J'étais encore au lycée. D'accord. Donc, j'ai fait une fausse carte étudiant. J'aurais pas trop le lire parce qu'en plus, je vais faire des trucs avec les decks, là, donc bon. Mais en tout cas, tu vois, à l'époque, les decks, comme toujours, hein, c'est chouette, tu vas naviguer, il y a quand même pas mal de bateaux, il y avait un circuit deck aussi, voilà. Donc, voilà, je me rappelle, avec Jean-Marie, on a fait du jode après, du sélection, puis du jode. Ah, c'était les bateaux du Tour de France à la voile? Ouais, bateaux du Tour de France à la voile. On a fait une finale elf étudiant ensemble mémorable, Jean-Marie, Doris, Yannick et moi.
C'est-à-dire que tous les trois on faisait les decks et c'était les meilleurs des decks qui faisaient la finale F étudiant. Et c'est Jean-Marie qui a fait le meilleur résultat et du coup il fallait un équipage plus conséquent. Du coup il a embauché 2 mercenaires, Yannick et moi, à la Bolle avec son équipage étudiant et c'était super sympa. Mais c'est aussi les rencontres. Tu rencontres d'autres équipages, tu te fais des copains. Tiens, le prochain coup il y a un autre gars, tu veux pas venir et c'est comme ça que on se dit que c'est chouette de rencontrer du monde, que c'est pas un milieu fermé. Et c'est là où Yannick et moi, moi j'avais envie de faire du large. Et Jean-Marie qui sentait que c'était plus sur les gâtiers fins et tout ça. Olympique, ouais. Et du coup, moi je me suis plus orienté à essayer de faire du large. D'où te venait cette attirance? Je sais pas, la curiosité, je pense. Curiosité, et puis la curiosité de voir derrière au large qu'il peut y avoir. Et puis aussi, il y avait quand même un truc qui m'attirait beaucoup, c'est qu'à Arcachon, on a beau être à Arcachon, il y avait un mec qui s'appelle Lemazou, qui avait fait le BOC, et puis qui revenait en disant, après le BOC, je construis un bateau pour faire la course au large et gagner le Vendée Globe Challenge. Et du coup, j'ai été voir le bateau en chantier. Parce que Titouan et son bateau était basé à Arcachon? Ouais. D'accord. Ouais, Titouan, son bateau était basé à Arcachon, ouais. C'est incroyable, hein. Et avec toutes les difficultés que ça peut comporter, les passes, pas beaucoup d'eau et tout ça. Non, donc on parle c'était pas l'IMOCA à l'époque, mais on parle des 60 pieds des Vendée Globe, quoi. Ouais. Donc, avec des tonnettes de tirant d'eau et tout, quoi. C'était pas le... Ouais, c'était extraordinaire. Et puis, le bateau, il était construit à la teste. Du coup, avec mon père, on est allé voir le bateau en construction, avec un espèce de mec fou furieux qui s'appelle Thierry Hullière, qui est devenu un super copain depuis. J'ai passé du temps avec lui il y a pas longtemps. Qui était voisin de mes parents après, donc tu vois. Et qui surtout a été un constructeur, constructeur de bateaux hors pair, quoi. Ouais. Un sacré constructeur de bateaux qui il nous a filé plein de coups de main après quand on a construit nos propres bateaux. Et du coup, moi je voyais ça, Lamazou, ce mec avec un look, un sacré look. Bandana dans les cheveux longs. Ouais, cheveux longs. Puis artiste déjà. Ouais, artiste hyper cultivé parce que nous on est souvent mono-activité dans nos trucs de bateau, on est des voileux quoi. On pense que nos trucs de bateau, lui, il sait lire, il sait écrire, il sait dessiner, et puis il parle comme il chante quoi. Quand il parle en son qu'il chante, et donc qui du Béarn, hein, il est pas d'Arcachon. Ouais, hein. c'est ça, ce que j'allais dire. Ouais. Il est béarnais. Béarnais, ouais. Un peu loin de la mer, quoi. Ouais. Je dis ça parce que ma sœur est au Béarn maintenant, dans le Béarn, faut que je fasse gaffe. Et du coup, et surtout, j'ai trouvé un mec hyper sympa. Enfin, moi, gamin, j'ai toujours, chez mes parents, le poster que Titouan m'avait dédicacé à l'époque. Donc, il y a marqué « Bon vent Arnaud », ce que je fais maintenant, du coup, quand je fais le poster, tu vois. Donc, c'était génial. Et du coup, on regardait ça tous d'un œil. Enfin, moi, je regardais ça d'un œil, mais le truc inaccessible, quoi. Donc c'est vraiment Titouan qui te donne les envies de sortir des passes, quoi. Ouais, alors ça me donne envie à tous les niveaux parce que bon, le mec est atypique quand même. Moi, j'avais lu beaucoup de récits d'Henri de Montfred. Pour moi, Lamazou, c'est le Henri de Montfred moderne, quoi. Aventurier, perspicace, et puis loin d'être con, et cultivé tout le niveau. Donc. Et en même temps, je dis ça pour les plus jeunes qui nous écoutent. Il met en œuvre, il est extrêmement professionnel. Il est extrêmement vicieux. Il vient pour gagner, quoi. Ce qu'on a un peu oublié parce que justement, il est artiste, il dessine aujourd'hui. Mais à l'époque, il a des moyens. Il fait construire un nouveau bateau spécialement pour le Vendée Globe. Il est pas du tout là justement pour un geste artistique. Il est là pour un geste sportif, quoi. Hein. Ouais. Et ce qu'on a oublié aussi, enfin moi j'ai oublié le premier parce que j'ai eu longtemps au téléphone Titouan avant le départ du dernier Vendée Globe. Il était en Polynésie, puis moi j'étais sur le départ. On a fait une discussion comme ça. En fait, à l'époque, Lamazou, il voulait faire... d'ailleurs, le premier Vendée Globe, il y en avait qu'un. Il ne devait pas y avoir d'autres éditions. Et lui, à aucun moment, il voulait faire d'autres Vendée Globe derrière. Il venait faire un Vendée Globe et c'était... Enfin, le Vendée Globe C'était le sommet d'une carrière, quoi. C'était il gagne ou il gagne. Donc, il a gagné. Et c'est assez marrant parce que... Lui, il me disait, mais c'est presque lui qui me posait des questions, mais qu'est-ce que tu fous à en faire autant, quoi? Ouais. T'as pas d'autre chose à faire? Et c'est ça qui est chouette, la richesse du personnage. Donc ça à l'époque, moi, j'ai regardé ça comme un extraterrestre, vraiment, quoi. Et après un extraterrestre, j'en ai rencontré un deuxième. Et pour moi, cette particularité aussi du premier Vendée Globe, c'est lié aussi à mon histoire de vie. Oui. Qui est particulière. Il faut pas pleurer, hein. Non, pas encore. Peut-être après.
tu as pleuré après, si je peux en parler, tu vas rigoler. Enfin, tu vas rigoler. Non, mais moi, je sais de quoi tu vas parler, donc. Non, c'est que en 89, donc je faisais tout ça, le premier Vendée Globe Challenge, et il se trouve qu'en juin de la même année, on décèle que je suis malade, en fait, j'ai une leucémie. Et t'as 17 ans, enfin, j'ai 17 ans. Ah ouais. Du coup, ça calme un peu, tu vois, les ardeurs à tous les niveaux. Je suis en première. Je passe quasiment l'été à l'hôpital. Et mon père, le cachotier, il avait réservé un petit voyage organisé pour moi et lui pour aller voir le départ du Vendée Globe Challenge. Sur une vedette à passagers, il avait réservé un hôtel et tout, mais il m'a dit un peu au dernier moment, parce qu'il n'était pas sûr que je sois en forme physiquement. J'avais perdu mes cheveux, j'avais perdu peut-être 20 kilos et tout ça. Et du coup, malgré tout, j'y suis allé avec l'accord du médecin. Et ça a été extraordinaire parce que ça m'a aidé, ce que j'ai dit à Tuton, il était presque gêné. Ça m'a aidé à travers ma maladie de pouvoir me projeter à travers ces 13 fous furieux qui partaient faire un tour du monde à la voile. Donc je découpais les articles, mon père et mon grand-père me découpaient les articles, j'enregistrais avec les cassettes VHS sur A5, il y a beaucoup de trucs et ça m'a beaucoup aidé à vivre moins mal la maladie en tout cas, et en tout cas j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit dernièrement, on m'a branché avec ça. Tu veux pas le gagner en Vendée Globe, et quelque part j'ai gagné en 89 le Vendée Globe. Mais c'est chouette aussi de dire pour des jeunes et des moins jeunes, tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes et tout ça, de se projeter, de faire du sport ou d'avoir une passion, ça aide. Je trouve que ça aide. En tout cas, moi, ça m'a aidé. D'avoir un autre horizon que la maladie et la guérison, quoi. De savoir que de dire, pas grave, j'ai d'autres projets. Ouais, exactement. Des fois, c'est dur physiquement ce que tu vis, l'imaginaire a beaucoup aidé. En tout cas, d'imaginer ce que devaient endurer ces mecs-là à cette époque-là, ça m'a énormément aidé. Et c'est là que tu te dis que tu veux faire ça aussi? Que tu veux faire le Vendée Globe? Ouais, franchement, à l'époque, déjà, c'était tellement inaccessible. Déjà, à l'époque, on pensait qu'il n'y en avait qu'un. Moi, à l'époque, déjà, j'étais bien malade. Mes parents, ils se demandaient si j'allais m'en sortir. Moi, je me posais pas. C'était chaud, hein, ouais, Ouais, c'était chaud, ouais. On s'étend pas trop dessus. Enfin, t'as donné une interview à Ouest France assez complète sur cette époque-là qui est très, très touchante. Ouais. T'as failli passer, quoi. Ouais, c'était chaud. Alors, j'aime pas parler de pourcentage. Les fameux 28%, tu vois. Ouais, j'avais 30% d'en sortir, quoi. Et c'est ce qu'on m'a dit à mon départ de deuxième Vendée Globe, parce que j'avais 30% de chance de finir mon deuxième Vendée Globe. Donc j'ai dit, tu sais quoi, moi, les pourcentages... Mais ouais, non, c'était chaud, mais c'est là où tu te dis que c'est important. Le milieu médical est extraordinaire, ça, avec le Covid, on s'en est encore plus rendu compte, mais aussi le milieu familial, et puis d'où tu viens, et aussi tes amis, et tout ça. Et j'ai eu la chance, dernièrement, de retourner à l'Institut Bergonié qui m'a soigné. Et il y a un mois, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer le médecin qui m'a soigné. Ah oui. Et je peux dire que ça prend au trip, quoi. Et c'est con parce que tu dis jamais merci, en fait. Et là, j'ai eu la chance de lui dire merci. Et il était hyper gêné parce qu'il dit non, mais du coup, il est à la retraite maintenant, on s'est vu à Bordeaux, on a bu un café ensemble, et j'ai eu la chance de pouvoir le prendre dans les bras et lui dire merci. C'était hyper touché. Enfin, moi, j'étais hyper touché. Et lui aussi, parce qu'en fait, comme il dit, il a fait son job. Bah oui. Mais bon, n'empêche que. Du coup, cette époque-là m'a changé, la vie. Après, est-ce que c'est pour ça que j'ai fait, j'ai lu un truc comme quoi j'ai fait du Vendée Globe mon métier. Je trouve ça un peu une provocation, mais bon. Est-ce que c'est pour ça que j'ai refait le Vendée Globe après? Non, je pense pas, mais en tout cas, c'est une histoire de vie qui est forte, quand même. Voilà, donc voilà, et donc l'extraterrestre, c'était Lamazou, et après, il y en avait un autre Arcachon, et pas des moindres. Alors voilà, donc du coup, on n'a pas pleuré, j'ai pas été loin, on n'a pas pleuré. J'ai raconté à ma mère, je peux dire qu'elle a pleuré, là. Ouais. Quand je dis que j'avais rencontré mon médecin, on a réussi à faire des photos discrètement et tout ça, enfin discrètement, voilà. Mais ouais. C'était il y a 33 ans quand même. Hein. Exactement. Et comment du coup une fois que cette épreuve-là est passée,
comment est-ce que tu enchaînes et sur les projets suivants. Tu dis que tu rencontres un autre extraterrestre, mais il est là. Ce que j'aime bien au passage, je refais un flashback sur on parle souvent de la baie de Morlaix avec Jérémy Bayou, Nicolas Troussel et tout, mais en fait on voit à quel point le vivier et l'écosystème arcachonnais était incroyable, quoi. Bah ouais, parce que quand tu dis il y avait un extraterrestre, c'était Lamazou, il y en avait un deuxième, c'est Parlier, qui lui enchaîne ou succède à Lamazou, je sais pas comment il faut dire, mais qui sur le Vendée Globe d'après, il a gagné la Solitaire du Figaro, il commence à émerger. Comment tu le rencontres, toi? Et comment vous le rencontrez? Parce qu'en fait, c'est l'histoire de. Ouais, ça reste l'histoire de la bande d'amis qui rencontre à nouveau. C'est une bande de potes, ouais. Alors déjà, il avait gagné à Mini. Il a gagné exactement, en 85. Ouais. Et après, moi, je me rappelle à La Rochelle, je crois qu'il y a un grand pavois, je sais plus lequel. Il y a son Figaro qui a exposé, parce qu'il venait de gagner la Solitaire du Figaro au bout de 2 ans, ou la première année, il avait. Donc déjà, le mec, il est atypique aussi. Je parlais quand tu vois la première fois, t'es là quand même. Et après, c'est une histoire de copains, c'est que Cacolac d'Aquitaine. On s'est retrouvé à naviguer sur Cacolac d'Aquitaine parce qu'au début, on voyait le bateau, on était là, waouh, et puis on fait des coups de main, comme tu peux avoir sur un ponton, tu vois, un jeune qui débarque, on fait un coup de main, nettoyer le bateau et tout ça. Et en fait, il cherchait pas du monde, mais il faisait des journées RP sur le bassin d'Arcachon, puis comme ça, on croisait régulièrement. Vous faites quoi là? Venez avec nous naviguer, on navigue avec des partenaires. Toi, t'es là, attends, t'es sûr quoi? Non, dans quelle année? À l'époque de Cacolac, alors je sais pas quelle. Donc c'est 91 ou 92, non? Comme ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et il y avait un mec à l'époque, qui était un mec super aussi, qui nous a beaucoup aidé et moi que j'ai hyper sympathisé, c'était Alain Loerf, qui a fait les Jeux Olympiques. Alain Loerf, il a fait les Jeux Olympiques à Mexico, je crois, qui était le CTN, CTR, Conseil Technique Régional. De la Fédération Française de Voile. Ouais. Un mec qui était gaulé 4 fois comme moi. Et du coup, lui, il connaissait bien Yves. Et du coup, il nous a un peu intronisé. Il y avait Agathe Groya, qui est la compagne de Romaric Neusser, qui travaille sur le projet, plus sur relation partenaire, trouver des partenaires. Romaric qui s'est retrouvé être, comment on dit, boat captain du bateau d'après, Aquitaine Novation. Du coup, on se retrouvait à navigoter comme ça. Et puis, Jean-Marie Doris, qui était le moins coureur au large, potentiel, il se retrouve à faire un convoyage avec Cacolac d'Arcachon en Belgique. Je dis ça parce que j'ai vu Jean-Marie il y a pas longtemps, je vois super souvent, et il a retrouvé des vieilles photos où je me suis à peine reconnu aussi. Moi, j'avais pas fait le convoyage, mais je naviguais un peu, j'avais une grosse chevelure. Et du coup, on a bien rigolé. Donc du coup, voilà. Donc Yves, Cacolac d'Aquitaine, et puis j'avais raté moi faire un grand convoyage une fois. Et naturellement, on navigotait un peu quoi, avec lui sur bateau. Et toujours Yves, il est pas à 100%, il est à 120% tout le temps. Chaud quand même dans le bassin, tu vois. Et du coup, moi j'ai beaucoup navigué sur Aquitaine Novation. J'ai fait 3 transats, 3 retours de course. C'est là que tu le découvres le large en fait. C'est là que je découvre le large sur un bateau de course. Et avant, justement, je sens ma maladie, je fais plein de trucs à droite à gauche, je fais mes études, je fais un doc de géographie. Bon, voilà, sans conviction. Et je m'inscris à une école maritime dans le Pays Basque pour passer le PPV. L'ancien capitaine 200, pour simplifier. Voilà, ouais. Un diplôme de skipper pro, quoi. Un diplôme de skipper pour pouvoir faire du convoyage, et puis je me dis, ça pourra toujours me servir, même si je suis embarqué sur un bateau de course un jour, ça fait un diplôme. Et le jour, au moment où je fais ça, mes parents m'ont dit, très bien, c'est une formation payante. Donc, nous, on voulait que tu fasses un circuit normal. Bon, foutu des merdes, en gros. Du coup, je trouve un petit boulot pour travailler dans un chantier à la Teste qui construit des Kennex, des katas. Et coup de bol, c'est le hasard de la vie, un restaurateur d'Arcachon venait d'acheter un Kennex. Et du coup, Jean-Marie Doris travaillait aussi dans ce fameux chantier. Et on se retrouve un soir dans son resto à boire l'apéro. Il me dit, je cherche un skipper. Ça tombe bien, je suis en train de faire l'école. Du coup, c'est comme ça que rapidement, il m'embauche en fait pour skipper un kata de croisière pendant 1 an et demi. Bernard Mouriot, qu'on voit à l'arrivée de Jacques Vabre,
qui est installé maintenant en Guadeloupe. Il prend son kata, il va nous voir à l'arrivée d'Yannick, à mon arrivée après. On est resté super proches et super potes. Il était là à l'arrivée Maro du Rhum. Et du coup, il est basé à Saint-François maintenant. Il y a 3 katas de croisière. Du coup, je me retrouve à skipper un kata de croisière pendant 1 an et demi. Alors, certains ont dit à l'époque, mes potes, entre nous, camaraderie, il y a des fois. Kali, il arrête. Il prend sa retraite. Ouais, il arrête de faire de la régate, de la course au large, ou il va plus faire la course au large. Il fait du charter. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et j'ai gagné de l'argent parce que du coup, le peu d'argent que je gagnais, je gagnais de l'argent, mais je dépensais rien en fait. Du coup, ça m'a permis d'acheter mon premier Mini parce que j'avais ça comme ambition. Ah. Parce que je me retrouve. Comment ça naît cette ambition de Mini? Je me retrouve. C'est parlé encore? En fait, avec Yannick, on se disait, faut qu'on fasse un truc, soit la Mini. On sentait moins bien la Mini que la G2R, tu vois. On disait la G2R, c'est un bateau de série, c'est en double, traversée atlantique en double. On sentait plus ça à l'origine. Et puis la Mini, on se dit, c'est pas mal aussi, parce qu'on peut bidouiller à tous les niveaux, tu vois. Acheter un bateau à balle 2, le bricoler dans le garage, et puis Yves nous poussait plus à faire du Mini que du Figaro. En disant, je peux vous filer des coups de main, du carbone. Et moi, l'escale 97 à Mini Transat, j'étais là-bas avec le kata de croisière. En escale. La famille de Bernard devait me rejoindre, femme et enfant, pour traverser l'Atlantique. Du coup, j'avais 15 jours de pause. Et là, il y a un Mini qui abandonne la première étape. Et du coup, allez, banco. J'achète le Mini de Pierre Ivorel. Ah oui. Les éclaireurs de Plumeur. Voilà, exactement. Ouais. 222. Et ce bateau-là qui a servi après pour faire le moule du Pogo 1. Donc le bateau était déjà construit. Et le hasard de la vie fait un truc aussi, c'est que Yannick, il avait acheté une coque pas finie, et c'était le 117 qui était construit dans le même moule. Donc d'entrée, on commençait déjà... C'est les plans Roland, Un plan Roland, ouais. Et à l'époque aussi, il y avait quand même Isabelle Autissier qui faisait assistance de la Mini Transat sur son 60 pieds. Donc je me retrouve à bord avec Isabelle Autissier. Karen Lebovici, qui a fait le Vendée Globe après, qui a fait la Mini... était préparateur un peu pour Isabelle, du coup je me retrouve à bord. Donc là c'est plutôt les Rochelais, quoi. Ça c'est la zone rochelaise. Ouais, c'est l'autre mafia, quoi. Du coup je me trouve là-dessus, et du coup il abandonne, Pierre Ivorel, attends, je vais racheter ton bateau, il abandonne Cassin Safran en fait. Du coup j'ai 15 jours pour acheter le bateau, le ramener à Arcachon et repartir. Bon, finalement je fais le coup, mais le bateau je le ramène jusqu'à Bayona. C'est le truc à faire. En Espagne, ouais. En Galice. Tu fais les Canaries, Bayona, en Espagne, tout au près. Bien. Voilà, on a fait un quart d'heure portant en sortant des Canaries, le reste au près. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à Arcachon. Donc avec un copain Brice d'Arcachon, là, on ramène le bateau à Bayona, et là je dis merde, comment je vais faire? Moi, faut que je retourne bosser. Du coup, bon. Yannick, ça te branche, faire le convoyage de Bayona à Arcachon, en plein hiver? Ouais, ok. À l'époque, je travaillais à DDE à Paris, il a fait le convoyage sous la neige et tout, quoi. Bien. Et il ramène, non pas Arcachon, parce que les passes, c'était pas... On pouvait pas franchir les passes. Il ramène le bateau à Bayonne ou à Hendaye, je sais plus exactement, tu vois. Et un autre copain d'Arcachon... plus au sud, quoi. Ouais, c'est la merde, quoi, déjà. Il y a pas grand chose, en fait, il y a pas beaucoup de ports entre les deux. Non, il y a pas grand chose, C'est pas comme à Bretagne. Il y a 200 bornes, quoi, mais il y a pas grand chose. Il y a les plages d'Irlande, quoi. Ouais. Du coup, quand on me demande, c'est quoi comme plan que t'as acheté? C'est un plan Roland? C'est surtout un plan galère, un Mini. C'est ce que je dis quand je croise des jeunes qui veulent faire un Mini. C'est souvent des plans galères. Et là, la galère est commencée comme ça. Du coup, un autre copain nous ramène le bateau, donc Yannick le démat, et puis avec notre copain qu'on a en commun, Moron, il nous le ramène jusqu'à Arcachon, quoi. J'étais ok, ça commence bien l'histoire, c'est bien parti. Donc là, l'objectif, c'est la Mini 99, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et donc, faut trouver des sous. C'est le début. C'est ta première campagne de recherche de sponsors, quoi. Ouais. Alors je fais 1 an et demi sur kata de croisière. Il se trouve que au bout d'1 an et demi, plutôt que rentrer en avion, il y a Romaric qui m'appelle. Il me dit, le bateau il vient Aquitaine Novation, sur lequel bossait Romaric, qui était votre capitaine. Il vient de faire New York, San Francisco. On ramène le bateau, ça te branche de faire le convoyage ou une partie du convoyage. Ah ouais, carrément. Donc je prends l'avion des Antilles et je vais à Fort Lauderdale. Ils avaient fait Panama et tout ça, et du coup j'ai rejoint à Fort Lauderdale, à part qu'on oublie, mais c'était il y a quelques années, et il n'y a pas le téléphone portable, satellite, on s'appelle tous les quarts d'heure, il n'y a pas le WhatsApp et tout ça. En fait, j'arrive avant eux, quoi.
Merde, il est où le bateau? Il est pas là. Mes parents, ils revenaient pas inquiets, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? T'inquiète. Donc le bateau arrive 2 jours après. Et du coup, on ramène le bateau de Fort Lauderdale jusqu'à Arcachon, d'une traite. On s'est fait défoncer de A à Z. Enfin, défoncer au niveau météo, quoi. Et du coup, c'était ma première transat sur Animoca, quoi. Et c'était chaud, c'était chouette, hein. Je me suis éclaté. Yves était pas à bord, il était là pour nous recevoir. Alors, il nous faisait la météo. Ouais, il y aura un peu de vent, un peu de vent, 30-35 nœuds, on a 45 nœuds. Mais c'est pas grave, ça va vite, hein, dans ces conditions-là. Bah oui, ça va vite. Donc, le pauvre Marik m'a comme un chien. Moi, je rigolais tout le temps. Enfin, on s'est régalé. Franchement, on s'est régalé. Et à peine arrivé, j'avais mon mini à préparer pour faire la saison mini et préparer les mini transat. À l'époque, la mini se préparait pas en 50 ans comme maintenant. Ouais. Ça se prépare en 2 ans. Même pas. Ouais. Même pas. Il y avait... On pouvait faire avec la... Les parcours de qualif, c'était un alerte dans le golfe de Gascogne. Il y avait pas tous les grands parcours et tout. Mais j'avais à cœur de faire la saison et l'avant-saison, du coup, la première course, c'était l'Estival Mini. Et le premier directeur le directeur de course qui commençait, c'était un certain Denis Hugues. Et du coup, il fallait faire un course en double. Ça partait de Dieppe et ça arrivait au Sable d'Olonne avec des escales. Et du coup, moi, je fais équipe avec Romaric en double. Et Yannick, qui venait juste mettre son bateau à l'eau, qui était un peu le leadership. Il fait équipe avec Gilles de Champ-Savin, qui travaille à Volerie Incidence à La Rochelle. Et là, vous avez déjà les projets parallèles, quoi. On a déjà, les 2 bateaux qu'on prépare à Arcachon et on se tire la bourre, on s'entraîne ensemble, on fait les voiles avec Jérôme Star Voile. Il nous aide vachement, il nous a énormément aidé et moi, il m'a beaucoup aidé après. Même en Figaro et même en Imoca, et du coup, on se tire à bourre, on s'entraîne, et voilà. Et du coup, Denis, il nous chope, il nous dit, les racachonnais, c'est comme ça qu'il nous appelle. Les racachonnais. Vous n'allez pas foutre le bordel à ma course, c'est la course au large, vous êtes régatier, foutre le bordel et tout. Bon. On est un peu calmé, quoi. Denis avec sa franchise habituelle. Et qui est toujours directeur de course de la Mini Transat, on va le rappeler. Qui est toujours directeur de course, qui est un super mec, je vois régulièrement quand il vient au sable, et puis un super mec, un mec extraordinaire qui a fait quand même 2 fois la Mini, quand même. Ouais. Qui est paraplégique, hein. Ouais. Qui a fait 2 fois la Mini. Ouais. Aujourd'hui, ça semble complètement surréaliste, mais. Ouais. Et du coup, là, Steve Mini, ça se passe super bien. Moi, je fais 2e pour une connerie, parce qu'à Lorient, au parcours à Lorient, on est disqualifié, Yannick et moi, parce que on fait pas le parcours, en fait. On se marquait, comme on dit maintenant, mais on se tirait à bourre ensemble. Il y avait Karen Nikit qui faisait la course, mais qui survolait le débat. Il a dématé à Roscoff. Ouf. Sam Magnin qui était avec Karen à l'époque à bord en double. Et du coup, moi je fais 2e et bon, ça m'éclate, quoi. On s'éclate, on fait voilà. Et après, comme ça nous suffisait pas, je pars en Méditerranée pour faire le Triangle du Soleil, bon par camion et tout. Mais là, ça m'a moins bien réussi. J'ai pété un safran la première étape. Du coup, j'entre à la maison. Et Yannick faisait aussi la course. Il a fini, je sais plus combien, mais bon voilà. Donc, en fait, en gros, on se fait notre programme ensemble, quoi. Et puis notre programme aussi. Je sortais tout à l'heure, je montrais en arrivant là. 100 jours pour trouver un sponsor. C'est le livre qui est posé sur le bureau. Hein. C'est des livres que ton père t'offrait. Et donc c'est des vieux livres où les sommes sont en francs, mais c'est des manuels de recherche de sponsors, quoi. 128 francs et 200 francs. Donc et l'autre bouquin, c'est comment chercher un sponsor. Voilà. Toi qui fais des trucs comme ça, je te les loué les livres en francs. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur le bouquin, donc mon père a graphié, il y a plein de notes. Et puis fiches, c'est Benoît Briand à l'époque qui l'avait prêté à mon père parce que Benoît Briand et Renaud Briand, les parents de Benoît Briand étaient très copains avec mes parents. Donc c'était pareil à Bordeaux, tu vois, comme quoi dans le Sud-Ouest. Il y a du Parlier, du Amazou, il y a du Benoît Briand, il y a du Jean-Marie Doris, il y a du Philippe Resti. Il y a du Pierre Simon qui a fait du Classe America, Xavier Husson, il y a des niveaux. Ouais, tous les niveaux. Et alors, cette première campagne de recherche de sponsors, elle se passe comment? Comme d'habitude, quand tu fais mini, mal. Tu tombes de haut, tu dis, attends, je fais mini, c'est extraordinaire. Alors, déjà, à Bordeaux, tout le monde s'en fout. Mais ce qui m'a aidé, c'est que je préparais mon bateau devant le club de vol d'Arcachon et il y avait des chefs d'entreprise qui venaient souvent faire des régates du dimanche et tout. Et du coup, je trouve un partenaire de TP, Sarah Mitre, à Mérignac, à côté de Bordeaux, qui naviguait un peu, et je suis toujours en relation avec son fils d'ailleurs, qui est
qui est à San Francisco. C'est assez marrant de retrouver, voilà. Et du coup, qui me sponsorise un petit peu, tu vois, c'est un tout petit budget, mais ça aide à partir. Et du coup, ça se passe mal, mais bien en fait. J'ai la chance d'avoir pas mal de copains, des mecs du club de voile qui m'aident, et puis du coup, j'arrive à faire le budget pour partir. La Ligue d'Aquitaine de voile à l'époque, via la région, nous a aidé aussi à un petit financement. Quand je dis nous, c'est Yannick et moi, parce qu'on était les deux racachonnés à partir. Et voilà, donc nous voilà partis. Et alors? C'est là que ça se corse. Donc 99, hein. Ouais, 99. Donc une première étape assez mémorable, assez engagée. Ouais. Alors, le dernier briefing avant de partir, il fallait voter. Qui veut partir, qui va pas partir. Donc et même. Donc il y a des conditions météo très difficiles qui approchent, quoi. Et donc on demande aux coureurs ceux qui veulent y aller, ceux qui veulent pas y aller. Voilà, ouais. Ça semble aujourd'hui un petit peu surréaliste. Ouais, c'est incroyable, mais bon. Et puis il y a une part, vous montez à Pinmar de mémoire, hein. Ouais. Et à Pinmar, il y a une partie de la flotte qui revient pas. Il y avait déjà qui a prévu de revenir tout de suite. Bon. Du coup, une partie de la flotte rentre. Moi, je faisais ceux qui voulaient partir. Moi, j'aimais bien la brise. Enfin, j'aime bien la brise toujours, mais j'aurais mieux fait la fermer. Mais je dégolfe pas mal. Au moment de dégolfer, j'étais troisième. Ça fait toujours bien. Tu sais, à un moment, j'étais troisième. Bon, à un moment, t'étais en tête, hein, si tu veux, mais je démate. Manque de bol. Enfin, manque de bol. Du coup, je rentre sous gaiement de fortune à La Rochelle. Et la moitié de la flotte avait abandonné, ou enfin, il y avait où t'es pas parti. Et là, arrivé à La Rochelle, j'étais quand même un peu désespéré. J'étais en TPS. Tu vois, tu tapes La Corogne, La Rochelle sous gaiement de fortune. Bon, un peu déprimé quand même, tu vois. Et puis il faisait beau, t'imagines. Donc, et puis arrivé à La Rochelle, j'ai des copains d'Arcachon qui étaient montés en voiture. Qui m'ont dit, bon, bah, t'inquiète, on va trouver un mât, on va fabriquer un mât, avec et le couteau, tu vois. Mm-hmm. Pas de thune ni rien. Et en fait, du coup, cet élan de camaraderie, ça m'a motivé pour partir. Il y avait Pierre Simon à l'époque qui faisait une régate corpo, je sais plus quoi, qui était notre entraîneur, hein, qui apparaît, qui vient me voir, non, mais attends, on va trouver. Et à l'époque, Sparcraft m'a construit un mât en 2-2 pour repartir. Et je reçois un coup de fil du sponsor d'Yannick, parce qu'Yannick avait un sponsor principal, enfin plus important, qui me dit, votre esprit là avec Yannick, vous êtes super potes, Yannick est encore en mer, c'est génial, il fait une super course, mais je te finance la moitié du mât que tu vas construire. C'est quand même top. C'est qui le sponsor, tu peux donner le nom? C'était RS Diffusion à l'époque. Alors ça parle pas, c'est des boîtes que t'as dans les gares et tout ça, où t'achètes un café, une viennoiserie, tout ça. Donc ça motive en plus, quoi. Mon autre sponsor, Sarah Hamid TP, il me dit, écoute, moi je comble ce qui manque, donc je commande de mât à l'arrache, mes potes d'Arcachon, ils viennent, on bricole jour et nuit, quand on a fini bricoler, on fait, comment on dit maintenant, l'esprit mini. Et du coup, je repars. Alors, combien de jours après? Je sais plus, mais 5-6 jours après, facile. Ouais. Et en même temps, ce qui m'a motivé, c'est qu'un certain Lionel Le Manchois, qui était déjà un monstre pour nous, démate aussi, et il rentre à la Trinité et il repart, quoi. Et en fait, je fais du coup dernier à la première étape, et l'avant-dernier, c'était Le Manchois. Ça m'a remonté moral. Excuse-moi Lionel, mais on a bien rigolé après avec ça. Et du coup, pire que ça, c'est que j'arrive quasiment trop tard, quoi. Du coup, l'esprit mini, comme on dit, je sais pas si on peut dire ça, les mecs entre eux, aux Canaries, ils se regroupent, ils disent, on va attendre les retardataires, dont moi, mais dont Lionel, et puis il y a quelques... C'est-à-dire que le temps d'escale a été dépassé, ils sont censés repartir, et du coup, ils se mettent en grève, quoi, ils votent, ou ils font comme d'hab, quoi. C'est ça. Pour dire, non, on ne part pas tant que les deux retardataires sont pas arrivés. En grève, c'est le bon mot, ouais. Arrête à guiller un peu, tu sais, arrête à guiller. C'est ça, l'esprit. Et du coup, je sais pas, j'ai 2 jours d'escale pour repartir, et du coup, je fais une deuxième étape, où je suis 11e à la deuxième étape, tu vois. Et puis ça m'a aidé pour comprendre aussi que la course au large, c'est pas que le score, c'est aussi la manière dont t'arrives à faire le projet, à finir le projet. Et pour le coup, Yannick il galère, il pète un safran à la deuxième étape. Du coup, cette fois, c'est moi qui l'attends. Et puis, on fait une super fête à l'arrivée avec tout le monde. Et c'était génial, cet esprit camaraderie qu'il y a autour du mini. Et notre première mini, c'était quelque part, un échec d'une part sportif, sportif, mais pas un échec ni humain
ni en termes de projet, parce que vous étiez à la bout. Voilà, c'est ce que disait Autissier ou Thierry Dubois, passe ta Mini d'abord, et là j'ai découvert un truc extraordinaire. L'esprit solidarité, camaraderie, et même un truc au départ la Mini à Concarneau, parce que c'était à Concarneau en 99. Il y avait un gars qui faisait grève, on lui a monté en haut du mât, parce qu'il était sur liste d'attente, il pouvait pas partir. Du coup, il était en haut du mât, il dit je reste en haut du mât tant qu'on me laisse pas partir. Chose incroyable, quoi. Et certains pouvaient pas partir. Certains avaient perdu la quille dans le golfe de Gascogne. Un certain David Raison, avec une quille qui je crois bougeait. qu'il avait largué même en fait. Hein. Ouais, il avait largué. Ouais, il était rentré sans la quille. Enfin, il y a plein de mecs extraordinaires. Hein, et du coup, je dis mais c'est génial, quoi. Non, il avait peur de la perdre. Je crois qu'il avait largué son mât. Je pensais plus. C'est le mec qui avait largué. Je sais plus. Ouais, c'était un plan Lucas Raison à l'époque. Exactement. François Lucas. Pelle à feu avec les bouchins. Putain, ces bateaux. Il avait surtout une quille qui était tenue par une sphère et qui pouvait pivoter dans plein de sens différents. Quoi. Ouais. Et quand il trouvait le bon angle, au près, il déboîtait tout le monde. C'est ça. C'est ça qui était chouette, c'est que, enfin, qui est toujours chouette, hein, Mini, c'est que t'as des trucs, t'as des bateaux qui arrivent, des bateaux de nulle part et qui vont hyper bien, ou t'as des bateaux qui arrivent de nulle part, c'est des veaux, mais voilà. C'est le laboratoire pour essayer plein de choses, et du coup, cette grande famille-là était super. À l'arrivée, c'était extraordinaire. Et à l'arrivée, comme le coup d'avant, on arrive en bateau, comme on dit maintenant pour le bilan carbone, tu sais. Et ben avec Aquitaine Innovation qui rentrait une Jacques Vabre, qui faisait escale à Pointe-à-Pitre. Bon, ben avec Yannick, on se dit bon bah on va rentrer en bateau alors. Du coup, on est rentré avec Aquitaine Innovation après la Mini Transat 99, comme si on n'a pas eu assez. Et c'était pas pour esprit bilan carbone, mais non, on va peut-être le dire, quoi. Ça fait. Tu vas réécrire un peu l'histoire. Ouais. Non, du coup, on se tape à trop tôt avec Yannick sur Aquitaine, avec Romaric, tout ça. Et c'était génial, quoi. Tu fais ta Mini et tu rentres en IMOCA. Tu rentres en IMOCA. C'est la classe. Et moi, j'avais même mieux fait que ça. J'avais vendu mon bateau avant de partir à un Arcachonnais qui m'a racheté bateau pour faire la Mini après. Donc c'est cool, quoi. Du coup, tu dis le projet il tient la route, quoi. Déjà finir un projet sans être endetté à l'époque, c'était déjà pas mal. Aujourd'hui, tu fais un projet Mini, t'as envie de gagner de l'argent. À l'époque, tu finis à zéro, c'est presque miraculeux, quoi. Et t'as pas assez. Non, mais du coup, à cette époque-là, après la Mini, moi, j'avais envie de repartir, comme certains, et Yannick aussi. Du coup, on s'est dit, mais on va monter un projet ensemble. On va dire, on va construire 2 bateaux ensemble pour faire la revanche, quoi. Pour faire notre revanche à nous. Et du coup, on monte un projet ensemble pour construire 2 bateaux. Et on les construit à la Teste, chez Gilles Drouillard, à 2 pas de Captain Flint. Avec Thierry Luer. Captain Flint, c'est le chantier de Thierry Luer, quoi. Ouais, le chantier de Thierry Luer qui avait construit le bateau d'Amazon. Thierry Luer, il venait nous voir de temps en temps. Qui a pas participé à la construction d'Aquitaine? Il a pas participé à la construction d'Aquitaine Innovation? Gilles Drouillard, ouais, si, ouais. Ouais, il a bossé pour pas mal de chantiers après, hein. Il a bossé un peu pour la Loue après, la Loue Roquayrol et tout ça. Donc c'est un mec, un expert en composite, un mec génial. Du coup, on construit les bateaux là-bas. Avec au début, un peu de déception parce que, au début, on avait un budget, et puis en cours de route, évidemment, ça tombe à l'eau, le budget. Comme d'hab, quoi. Mais ça nous a pas démotivés, on avait plein de petits partenaires. Et puis, à l'époque, moi, j'étais l'heureux compagnon de Jeanne Grégoire, qui était sponsorisé par aquarelle.com. Et du coup, les Foires de Mont-Blanc, ils suivaient notre projet, ce qui fait que on a pu partir sur les couleurs d'aquarelle, donc Jeanne, Yannick et moi. Alors, du coup, faut expliquer que Jeanne Grégoire, qui aujourd'hui, qui a fait beaucoup de Figaro, qui a beaucoup couru, qui est aujourd'hui la patronne du centre d'entraînement de Port-la-Forêt, elle faisait des Mini aussi. Vous étiez tous dans le même bain. C'est plus compliqué que ça, hein. Jeanne, ça va faire rougir, mais à l'époque, elle faisait pas beaucoup de bateaux, même. Et, de faire, on l'a rencontrée en 99, elle a regardé ça d'un œil particulier, elle a fait l'assistance de la Mini, avec un certain Ronald Goff, donc un bateau d'assistance. Il faut des bateaux d'assistance pour faire la Mini Transat. Il faut, je crois que pour 6 Mini, il faut un bateau d'assistance. Je sais plus. Bon, il y a des bateaux suiveurs. Et du coup, elle dit, mais attends, ça me branche aussi faire du Mini. Du coup, elle commence à faire un peu de Mini avec nous. Et puis elle dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire mon Mini. Donc du coup, elle fait la Mini Transat. Mais à l'époque, elle avait beaucoup moins d'expérience que nous. Oui, elle débute. Mais comme c'est une coriace, c'est une dure à cuire, après, elle nous a vite devancé. Et du coup, elle se retrouve à être sponsorisée par Aquarelle, et puis qui est un site de
Ouais. De vente de fleurs, hein. Ouais. Site internet de vente de fleurs. Voilà, ouais. Avec des magasins physiques. Ouais. Du coup, il regardait ça d'un œil différent. Et puis, nous, avec Annick, on peinait à trouver un budget, un partenaire principal. Il regardait ça d'un œil. Puis, à un moment, il dit, Jeanne, elle dit, appelle-les, ils ont peut-être un plan et tout. Donc, on fait mieux que l'appeler. Yves Parlier l'appelle pour nous. Donc, on était dans sa maison à Arcachon. Puis, on prépare le rendez-vous. Nous, à l'arrache.com, Yves beaucoup plus structuré. Et puis, avec son côté chirurgical. Oui, bonjour, c'est Yves Parlier. J'appelle, je suis avec Arnaud et Yannick. Arnaud et Yannick devaient vous appeler. C'est moi qui vous appelle parce que il faut les aider, hein. Je schématise, mais voilà. Et le chef d'entreprise qui était de Mont-Blanc, hyper pragmatique, dit ouais, mais on veut bien sponsoriser, mais ils ont peut-être des dettes. Ah, mais je me porte garant par rapport aux fournisseurs. C'est quand même la classe, quoi. À l'époque, il construisait son catamaran, l'hydraplaneur, un catamaran que construisait Yves Parlier avec l'équipe de Romaric, Penformis, tout ça. Bon, bref. Du coup, Yves, même nous avec Annick, on était presque étonnés. Attends, mais il est chaud quand même. Et puis en fait, il se porte garant pour nous en disant, sportivement, ils vont faire un bon résultat. C'est des gars sympas et tout ça. Donc ça a été l'élément ça a déclenché carrément le fait que on a couru sous les couleurs d'Aquarelle pour la Mini Transat. Ils avaient 3 bateaux quand même, c'est la classe. Hein. Gros team. Et alors juste pour l'anecdote, vous construisez les bateaux, vous construisez 2 bateaux en même temps sans qu'ils soient attribués et vous tirez au sort. Donc c'est le 303 et le 304 de mémoire. Ouais. C'est Diabolo et Satanas. Ouais. C'est des plans, c'est des sister ships un peu évolués de Karen Liquide qui vient de gagner la Mini Transat 99. Et qui a gagné la 97 aussi, qui est double vainqueur. Avec le même bateau. Avec le même bateau. Et du coup, vous attribuez les bateaux au tirage au sort, mais du coup, je crois que c'est toi qui gagne le premier, c'est ça? Ouais, qui gagne. qui décroche le premier. Mais tu vas plutôt d'aller naviguer, tu vas continuer à aider Yannick. C'était le deal, quoi. C'était le deal, le deal du départ. Les constructions se font pas en parallèle, quoi. Non, tu parles. Et puis l'atelier de Jules Royard, on peut pas construire 2 bateaux, hein. On construisait un et pas plus. Donc du coup, le premier bateau. C'est en 2000, on fait la saison en double avec Annick. Et puis, pour la petite histoire, on a mis le bateau à Port-Camargue pour faire Triangle du Soleil. Le bateau était pas fini du tout. Je me souviens, ouais. Et la première étape, on arrive au large des Bayards. On voit un bateau rouge au loin. Ah putain, merde, on se fait doubler par un Pogo 1 et tout. Ça craint et tout. On se rapproche, on est en train de quand même le rattraper un peu. Ah non, c'est pas un Pogo 1, c'est un Coco. Bon, un Coco trafiqué, mais un Coco quand même. Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Ouais. La rigolade. Et puis, il finit devant nous, quoi. Exactement. Tout ça pour ça. Bon, après, on s'est rattrapé pour le reste, mais n'empêche, t'es là, oh merde. Ça commence mal notre histoire. Et en fait, c'est 2 très beaux régatiers de voile légère. Je connaissais bien la Méditerranée. Ah ouais, mais bon, nous, on avait merdé aussi, hein. Faut en connaître, hein. Après, on s'est rattrapé parce qu'on fait 2e au général. Mais à l'époque, il y avait quand même, il y avait Sam Magnoire aussi qui naviguait avec son premier Tip Top, son premier Magnoire et tout. Et du coup, comme on n'avait pas vraiment de sponsor, 2 bateaux, à un moment on se dit on va pas les appeler non plus Boulet Bill, ça craint, tu vois, comme nom de baptême. Et puis en discutant chez Yannick, en faisant des réunions à pas d'heure, Diabolo et Satanas, les fous du volant. Du coup, le premier on l'appelle Diabolo et le deuxième Satanas. C'est comme le premier on a navigué en double, on a la chance de l'exposer au salon nautique à Paris. Et puis on se dit, on va faire une soirée, on invite tous nos copains, ministres ou autres, hein, qui ont filé des coups de main, et puis on va dire, on commence la construction du 2e, et le premier, du coup, on va faire un tirage au sort pour savoir à qui il va. Du coup, Diabolo, le 303, c'est moi qui le gagne, entre guillemets, mais le 2e en construction, et c'est ce qu'on s'était toujours dit avec Annick, hein, ce qu'on s'est tenu, c'est que même si c'était Yannick qui avait eu le premier, il serait venu m'aider, et inversement, le bateau est en construction, on y va, mais il y a pas que Yannick et moi, hein, il y a d'autres copains qui viennent nous filer plein de coups de main. Ma mère nous a mis des paniers repas de temps en temps, la mère de Yannick aussi, parce qu'on finissait à pas d'heure des fois, hein, on dormait pas, il fallait faire cuire le bateau chez Composite Étienne, on n'arrêtait pas, quoi. Du coup, mais c'est ça aussi le projet accident, c'est le côté, on va naviguer, mais le côté aussi, on se lâche pas, quoi. Du coup, Yannick il remet le bateau à l'eau. Je sais plus exactement. En tout cas, la première course qu'on fait importante, on se trouve à faire la mini Pavois, qui part de La Rochelle où on habitait à l'époque, qui va en Angleterre.
Et là, on a un pote, Richard Mérigeau, qui avait pris un kata de croisière, et du coup, évidemment, on se tirait la bourre, on se croisait, on se tirait la bourre. Ah ouais, allez, à chaque fois, tu parles. C'est une grosse course, hein, parce que ça fait La Rochelle. C'est de La Rochelle, extérieur Ouessant, et on finissait à Portsmouth. Hein. Ouais. Bah ouais, on était un paquet de bateaux. Hein. Ouais. C'était sympa, hein. C'était un super parcours. Hein. Et c'est surtout, en fait, ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que c'était à l'issue de la Mini 99 qui s'était mal passé parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons, etc. Il y a le système de qualification qui est mis en place avec un parcours de 1000 milles, l'obligation de faire 1000 milles en course aussi. Donc, du coup, tout ça s'organise et se structure. Et cette course naît de cette obligation de qualification. Ouais. Obligation de qualification, et puis nous, c'était obligation d'aller naviguer pour se tirer la bourre pour les plus vite possible. C'était chouette, hein. Il y avait, on avait buté contre le courant pendant un moment dans la nuit, en arrivant à Nap Tower, là. Et East Chamble. Tu te souviens de East Chamble au retour? Ah ouais, c'était, toute la flotte avait mouillé à East Chamble. Il y avait Brian Thompson qui avait fait, ouais. Et du coup, moi, je fais deuxième à la course. Et en fait, toutes les courses d'avant-saison, je nique Yannick. Il s'est vengé après. On fait le Fastnet, on fait parti trop fort trop tôt, quoi. Ouais, voilà, ouais. On fait le mini Fastnet après, c'était génial. Moi, je fais avec Pierre-Marie Bourguignin. Parce que Pierre-Marie Bourguignin, c'était avec lui la première fois que je suis allé faire du mini. La première fois que je fais du mini, c'est avec Pierre-Marie Bourguignin, qui est un super marin, qui est un super gars, avec qui on a traversé aussi l'Atlantique sur cette innovation. Puis qui a fait trois fois la Mini Transat, ouais. Et qui était journaliste à Volley-Valier, et qui collabore à Tip & Shaft aujourd'hui. Ouais. Qui écrit très bien, qui parle beaucoup, qui parle bien plutôt. Moi je parle beaucoup, lui il parle bien plutôt. Et du coup, ouais, du coup on fait mini Fastnet, c'était génial. Du coup, au départ d'A Rochelle, on est plein de balles, quoi. Et voilà, on fait une première étape en volet rapide, parce que sinon on va pour 3 heures, non? Hein? Ça va tout raconter. Vas-y. Non mais La Rochelle avait du départ d'Amini, on se dit est-ce qu'elle a eu du départ, faut pas déconner, hein. Bah non, on déconne pas, mais un peu quand même, parce que bon, on se refait pas. Avec Denis, avec Yannick, mais d'autres coureurs aussi ministres. Hein, voilà. Ouais. C'est ça l'esprit mini aussi. Et à la première étape, moi j'arrive. Donc ça, c'est 2001, on est sur la mini. Ouais, la mini 2001, ouais. J'arrive. Oui, on est en septembre 2001, juste avant il y a le 11 septembre aussi. Ah oui, ça a quand même on se demandait si on allait avoir des GPS à voir. Voilà, exactement. C'est vrai, ouais. Et puis il y avait l'esprit mini, c'est quoi? C'est le Hollandais, je sais plus comment il s'appelle, qui organise à l'arrache un barbecue sur le ponton. Je sais pas si aujourd'hui on aurait le droit, on a pas de sécurité ou je sais pas quoi. Tout le monde allait chercher 3 merguez et demi, un kiwi rouge et une grosse bringue sur le ponton. On n'était pas sûr d'avoir de GPS, mais c'est pas grave, au moins on partait heureux, quoi. Et du coup, première étape de mini, moi j'arrive au large de Lanzarote. En fait, j'ai Denis à la VHF qui me dit a priori t'es en tête. Ah cool. Mais c'est pas fini parce qu'il faut contourner l'île et tout ça. Et en fait, Yannick avait fait était passé plus au large, enfin plus à l'intérieur, on va dire plus à l'est, et du coup il gagne la première étape. Et moi je suis deuxième. À l'arrivée, c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde de football en 98, quoi. Mais non, mais c'était important aussi parce que de se dire on est dans le coup, quoi. Et puis même si les courses d'avant-saison c'est une chose, les courses d'avant-saison c'est une chose, mais la mini c'est autre chose, quoi. Enfin, hein. Du coup, c'était voilà, on fait première et deuxième à la deuxième étape, et puis Yannick qui confirme et il gagne la deuxième étape. Moi, je fais septième, du coup, je me retrouve à faire troisième la mini, et à l'arrivée, je crois que Jeanne, elle fait sixième, tu vois. Donc pour le sponsor, c'est génial. Beau tir groupé, ouais. 1-3-6. Pour nous, c'est génial aussi. Nos bateaux, ils sont très vite vendus après. Donc on fait une opération blanche encore. Bien. On gagne pas d'argent, mais on perd pas, c'est déjà extraordinaire. Et puis surtout, on se fait une petite place. Moi, rapidement, je réponds à Delta d'Or qui cherchait un skipper pour faire la solitaire du Figaro. Moi, je voulais faire du Figaro. Et du coup, ils me prennent Jérémy Bayou. Mais ils me rappellent en me disant, on loue un Figaro dans notre comité d'entreprise. Si ça te dit, on te le confie et tu cours Delta d'Or avec un autre partenaire si tu trouves et tout ça. Du coup, forcément, j'ai pas trouvé. Mais ils m'ont donné leur carnet d'adresse de fournisseurs. Donc j'ai toujours un de leurs fournisseurs qui me sponsorise encore. Tu vois. D'accord. Du coup, je me retrouve avoir un budget pour faire la solitaire du Figaro. Mais là t'es à la vide, mais c'est quoi la découverte du monde du Figaro? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que les passages de la classe mini au Figaro sont un peu plus normalisés. C'est un peu plus régulier qu'avant, quoi. Mais à l'époque, c'est pas du tout les mêmes mondes, quoi.
Alors c'est pas le même monde, mais à l'époque, encore une fois, Arcachon, on n'a pas parlé, mais il y avait un Basque bondissant qui était fou furieux, qui est toujours fou furieux, mais c'est un peu assagie, qui était Pascal Bidégory, qui naviguait beaucoup avec Jean Dupin. Et à l'époque, il y avait, ça fait un peu vieux dire à l'époque, mais il y avait un championnat de France équipage. Où on naviguait en équipage. Du coup, Pascal, il nous a pas mal amené naviguer, Yannick et moi, et puis d'autres, Jean-Marie, Pierre Simon, et puis plein d'autres, Jean-Jacques Frébeau et autres. En équipage sur Figaro, et nous, ce qu'on faisait en plus, on le convoyait en plus en Figaro. Ça nous excitait un peu plus. Pour les Grands Prix, parce que Pascal a fait beaucoup de Figaro sans faire à solitaire. Alors, les Grands Prix, il y a des Grands Prix à l'époque, beaucoup de Grands Prix. Et tant que tu faisais des Grands Prix, tu n'étais pas considéré comme bisu sur la solitaire du Figaro. D'accord. Tant que t'as pas fait le Figaro, t'es encore bisu. Donc lui faire au moins 2 saisons, tu vois. Serge Blanco, il était sponsorisé par Serge Blanco et tout ça. Donc du coup, on s'est pas mal. Je vous conseille vivement l'épisode d'Into the Wind avec Pascal Bidégory qui est un. Il a tout raconté, je suis pas sûr. Bon, je pense pas. Mais il a raconté beaucoup de choses quand même. Beaucoup de choses. Je vous le conseille. Ouais. À baptême de son Figaro Europe Assistance à Hendaye, mémorable. Mémorable. Hyper sympa. Après, Bidet, il est ce qu'il est, mais c'est un mec extraordinaire. Enfin, nous, il nous a amené naviguer, moi, il m'a appris beaucoup de choses, la rigueur qu'il a, jamais lâché le morceau, même quand t'as franchi la ligne d'arrivée, il est encore au taquet, quand tu sors du port, il faut vite sortir vite, parce que ça montre aussi que t'es déjà au taquet et que t'es le premier à sortir du port. Non, un mec génial, il nous a vachement aidé, moi, il m'a vachement aidé, C'était chouette. Du coup, avant de faire la solitaire, on se retrouvait à faire de l'équipage avec lui, des convoyages, et du coup, c'est ça qui te donne envie de faire du Figaro derrière, quoi, d'enchaîner en Figaro. Bah, ça me donne envie aussi parce que l'année de la Mini, j'ai pas fait la Transvascogne, mais non plus parce que manque de budget. Je me retrouve à faire l'assistance pour Pascal de la Route du Ponant. Donc l'assistance de Figaro, c'est sympa, tu navigues un peu, tu plonges pour carner le bateau, mais t'apprends aussi tout ce qui est jauge et tout ça. Du coup, moi j'avais envie de faire du Figaro. Du coup, je réponds avec plus ou moins de succès à la demande d'Eltador qui prennent Jérémy finalement, mais moi il me donne l'opportunité de faire un solitaire, et il se trouve que Jeanne voulait faire du Figaro aussi, et elle anticipe, elle loue le Figaro un peu sur mes conseils de Michebot. Et elle loue le Figaro du Michebot pour faire les G2R. Et du coup, les G2R, c'est en double. Du coup, il n'y avait pas le choix. Du coup, on a fait les G2R ensemble avec Jeanne sur son Figaro, sponsorisé par le département de l'Aisne, parce qu'elle est d'origine de l'Aisne. Du coup, après, moi, j'enchaîne, je me retrouve à faire la G2R. Pendant la G2R, il y avait une escale à Madère. Je rencontre un certain Christophe Bouvet, qui faisait la G2R avec Olivier Servetas, qui fait des gréements maintenant. Et qui me dit, nous, on n'a pas le temps de s'occuper du bateau. Après, si tu veux, on fait un deal. Ça, c'est dans l'esprit mini, pourtant c'est en Figaro. Tu t'occupes du Figaro quand il arrive par cargo retour, il arrive en Méditerranée. Moi, je veux faire le Grand Prix en Méditerranée, tu vois. On te le loue à pas cher, mais tu t'en occupes. Tu le remates, tu le mets à l'eau, tu le mets à la jauge, tu le ramènes à Toulon après. Ok, mec. Donc, du coup, je me retrouve à faire la G2R, le Grand Prix en Méditerranée, je crois que c'était à Generali à l'époque, puis après, du coup, la solitaire sous les couleurs d'Eltador. Donc la solitaire, la Route du Ponant et le National Figaro à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où j'amène mes potes naviguer, Pascal Rambaud, c'est pas rien, Pierre Simon, tout ça, quoi. Génial. Et alors, tu vas faire 3 saisons de Figaro au total ? Ouais, c'était la dernière saison de Figaro 1. Et du coup, on commence à naviguer en Figaro 2. Il y a le proto qui était à Saint-Gilles. Et du coup, développé par Pascal Bidégory. Ouais, d'ailleurs. Du coup, je me dis, mais il faut que je fasse la pirouette, que j'achète le bateau, parce que il faut que je continue en Figaro. C'est trop chouette, quoi. Du coup, j'achète un Figaro et je fais 2 saisons de plus. Je devais faire 3 saisons, finalement, j'en fais que 2. Et du coup, c'est génial parce que en 3 ans, j'ai fait 2 fois les G2R, des roues du Ponant, généraliste, je fais tout le circuit à chaque fois. Et quel bilan tu tires de ces 3 années-là, de cette période-là ? Ouais, c'était hyper dur, mais hyper instructif. C'est probablement les 3 années de ma vie où j'ai plus appris à faire du bateau en régate, et puis à gérer tout, quoi, parce que et puis il y a un super niveau. Alors encore maintenant, peut-être plus, je sais pas, c'est dur de comparer, mais t'es à Port-Laf, hein ? Ouais, on faisait l'entraînement à Port-Laf, ouais. Alors j'ai fait à Port-Laf la première année, les 2 premières années, et la 3e année, j'ai fait à Port-Camargue. J'ai fait à Port-Camargue parce que Yannick Cano,
qui avait fait la Mini. Yannick Cano. Qui ressemble un peu à Barthès, il y a un peu le look de Barthès, quoi. Exactement. Un mélange de Barthès et de Monsieur Propre, tu vois. Exactement. Non, mais je me souviens bien. Du coup, il décroche un budget BG Méditerranée pour faire le G2R. Du coup, il m'appelle. Moi, j'ai pas de budget pour faire le G2R. Du coup, on fait le G2R ensemble. Et du coup, on amène le bateau par camion là-bas pour s'entraîner là-bas. C'était génial. Et du coup, moi, j'ai pas prévu de faire. Et je dis, de toute façon, il faut naviguer. Du coup, on fait le G2R. Et après, j'enchaîne le circuit Generali, Figaro et tout ça. Donc non, j'en tire un super enseignement. C'est super instructif, c'est super intéressant. Tu navigues bras à bord avec des mecs hyper bons. Et puis tu rates un virement de bord, tu perds 10 places. Et non, c'était génial. J'aurais voulu faire une 4e année, mais entre-temps, ma 4e année est tombée à l'eau. Puis je suis parti faire autre chose. Mais non, c'était génial. Franchement, c'était hyper intéressant. Pour moi, j'ai pas fait assez d'années de Figaro. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est trop tard. Voilà, nous allons laisser Cali à l'issue de cette séquence Mini Transat et Figaro à l'aube d'une rencontre, une de plus, qui va changer sa vie. Mais ce sera dans la deuxième partie de cet épisode en compagnie d'Arnaud Boissière que vous retrouverez la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast. N'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire. C'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.